j'espère que vous avez peur, que vous êtes terriblement angoissés, prêts à fuir, à sortir le plus vite possible de cette salle pour vous retrouver dans Paris vide. Alors évidemment, ce générique est une métaphore. Moi, il ressemble aussi à Walking Dead, qui est une série que j'aime beaucoup. C'est une métaphore parce que finalement, évidemment, on se souhaite de ne pas disparaître physiquement de notre belle planète, mais quand on dit décision zéro, on comprend intuitivement qu'on abandonnerait un peu notre pouvoir de décision à nos complices digitaux, à nos machines, à nos robots, à nos applications. Et finalement, quand on délègue notre pouvoir de décision, eh ben, est-ce que c'est pas un peu comme si on disparaissait petit à petit, voire tout entier demain? Et donc, on connaît les intelligences numériques qui nous informent, on connaît celles qui nous conseillent, celles qui nous coachent. Aujourd'hui, on voit qu'elles décident et qu'elles sont capables d'agir de plus en plus à côté de nous, mais aussi pour nous ou à notre place. La question, c'est est-ce que demain, elles prendront ou est-ce que demain, on leur laissera prendre le contrôle sur nos vies et nos environnements. Alors, encore une fois, qu'est-ce que l'on a capté cette année dans notre observation mondiale du digital grâce aux élèves de nos 20 universités partenaires? Nous avons capté de plus en plus d'intelligence numérique décisionnaire, capable de prendre des décisions. Nous avons capté des intelligences de plus en plus prédictives, des intelligences extralucides qui vont prévoir l'avenir et agir en conséquence. Nous avons également capté des intelligences qui sont de plus en plus autonomes et qui finalement, pourquoi pas, nous sortent petit à petit de la boucle de décision. Alors, si je fais le même exercice que tout à l'heure et que je vous propose de passer au crible un peu notre net explosant de l'année, qui sont ces intelligences décisionnaires? Alors ici, nous avons une intelligence artificielle qui, parce qu'elle vous connaît, parce qu'elle a évidemment eu accès à vos données personnelles, va prendre le rôle d'un styliste et donc vous proposer une garde-robe qui vous correspond. Elle fait ça évidemment toute seule. Vous avez ici une intelligence artificielle qui va prendre le rôle d'un recruteur et qui va chercher un candidat, lui proposer une interview menée à distance, évidemment, grâce à un chatbot conversationnel, analyser cette interview, éventuellement, y compris votre comportement, si cette interview est filmée, faire la sélection du candidat, et à un moment ou à un autre, ou peut-être plus jamais, il passera la main à un collaborateur issu des ressources humaines ou au manager de l'équipe qui cherche un collaborateur pour rejoindre son équipe projet. Ici, vous avez une application qui se propose de animer votre photo de profil sur Facebook. Donc votre photo de profil, votre visage, va être animé par une intelligence numérique et cette intelligence numérique va décider de vous faire sourire ou au contraire de vous faire pleurer, de simuler une grimace de colère ou d'étonnement. Alors c'est marrant, c'est ludique, c'est anecdotique, mais ce n'est pas vous qui choisissez quand vous souriez ou quand vous faites la moue. C'est l'algorithme qui choisit, il lit votre fil d'actualité, il lit les derniers messages que vous avez reçus, et avec la teneur de ces messages, il décide si vous devez sourire ou si vous devez pleurer. Évidemment, ça pose beaucoup de questions, parce que là, on est dans l'expression de soi, dans l'expression d'un sentiment, d'une intimité, et vous l'avez délégué pour rigoler à un algorithme, à une intelligence numérique. Là, vous avez des nanorobots qui parcourent votre corps et qui sont capables de délivrer des médicaments. Mais ce n'est pas vous qui allez commander la livraison de ces médicaments à un point précis de votre corps. Parce que ces robots sont en contact avec votre cerveau et ils vont anticiper légèrement une éventuelle, par exemple, crise d'épilepsie. Et ils vont aller délivrer la dose de médicaments indiquée pour que cette crise d'épilepsie n'arrive pas. Vous ne savez même plus que vous avez frôlé une crise d'épilepsie. Vous ne savez même plus, finalement, que vous êtes malade, que vous avez un syndrome, puisque le complice numérique qui est dans votre corps se charge de tout contrôler pour vous.
Ces intelligences sont décisionnaires et en plus, elles sont de plus en plus extralucides. Elles sont de plus en plus prédictives et elles vont organiser votre avenir selon l'algorithme évidemment qui les anime, selon l'objectif qu'on a donné à cet algorithme et selon le business model qui sous-tend cet algorithme. Ici, nous prenons soin de nos seniors qui sont seuls chez eux. Alors évidemment, leur maison est truffée, là encore, de capteurs numériques pour comprendre comment ils se portent. Et cette intelligence numérique est capable de prédire jusqu'à 3 semaines qu'une chute peut arriver. Donc là, on n'est pas dans le constat qu'une personne a chuté, on n'est pas dans « j'appelle le médecin, la famille, le SAMU », on est dans « que va-t-on faire pendant 3 semaines pour que cette chute n'advienne pas ?» Et donc vous voyez évidemment tout le business model qui peut se mettre derrière, tous les services qui peuvent se mettre derrière et toute l'éthique à laquelle il va falloir réfléchir, parce que si ce fameux patient ne suit pas les conseils qui lui sont prodigués, est-ce qu'il sera toujours assuré ? Est-ce qu'il sera toujours pris en charge? Est-ce qu'il va payer plus cher le service d'ambulance qui, évidemment, l'emmènerait à l'hôpital, par exemple? Et ces algorithmes prédictifs, on en a tout un tas dans notre N100. Ici, il s'agit de prédire un suicide, 80% de prédiction à 2 ans. Ici, il s'agit de prédire votre date éventuelle de décès, avec en compulsant toutes vos imageries médicales. Vous imaginez là aussi le business model qu'il y a derrière. Si finalement vous mourrez dans 2 ans, est-ce que ça vaut le coup de vous former? Est-ce que ça vaut le coup de vous embaucher? Est-ce que ça vaut le coup de vous assurer? Finalement, peut-être pas. Là, nous sommes en Chine et nous sommes dans Minority Report, Thierry faisait allusion tout à l'heure, puisqu'il s'agit de prévenir des comportements criminels. Et donc, évidemment, d'intervenir avant même que ce comportement ne soit advenu. Donc, on est dans le monde du précog absolu. Et puis là, une innovation que j'aime beaucoup. Au départ, c'était des wearable devices pour capter des constantes biométriques. Finalement assez classiques. Vous en avez peut-être pour savoir s'il faut que vous marchiez plus, moins, plus vite, moins vite. Là, c'est une banque qui s'est dit que c'était très intéressant d'en équiper ses traders. Alors, je vous laisse imaginer pourquoi est-ce qu'on veut surveiller comme le lait sur le feu une équipe de traders. Peut-être parce qu'ils sont très stressés, très fatigués, peut-être parce qu'ils manipulent beaucoup d'argent. Toujours est-il que ces traders sont sous haute surveillance. Et donc, on va prédire qu'ils peuvent commettre des erreurs. Et à ce moment-là, on va agir. Enfin, l'intelligence artificielle va proposer d'agir, va même agir toute seule, en fermant les droits d'accès de certains traders à passer des ordres, ou en diminuant le fonds qu'ils ont le droit de manipuler, ou en leur notifiant qu'il faut qu'ils aillent se reposer 1 demi-heure, 1 heure, 1 journée, 15 jours, ou qu'ils peuvent changer de place de marché éventuellement. Donc on est vraiment dans une nouvelle conception de la complicité digitale avec ces intelligences numériques. Alors, même exercice que tout à l'heure que je vous propose, c'est qu'on s'interroge tous ensemble sur les enjeux de cette tendance à la décision zéro, avec une première question qui est finalement, quand on est dans ce type de service, quand on est dans cette UX, quand on est dans cette relation, qui est aux commandes? Who's in charge? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est une coopération entre l'homme et la machine? Je vous rappelle que nous avons déjà délégué bon nombre de nos territoires de vie ou de travail à des machines. La maintenance prédictive, ça vous dit forcément quelque chose, ça existe, c'est déjà des machines qui discutent entre elles et qui décident d'agir pour évidemment intervenir avant qu'une panne n'advienne. Nous, on a fait l'exercice du machine to machine dans le monde de l'information, dans le monde des médias, dans le monde de la création d'informations. Alors on a des intelligences artificielles qui sont capables de créer des images de plus en plus réalistes. On a des intelligences artificielles qui génèrent des faux avis clients en un nombre incalculable, une vitesse astronomique, et qui sont de faux avis quasi indétectables. On a ici une application qui vous propose d'enregistrer le son de votre voix pendant 1 minute. Et une fois que cet enregistrement est fait, votre voix peut être utilisée par n'importe quel robot, n'importe quel chatbot,
et elle sera très humaine. Il sera quasiment devenu indétectable de savoir si c'est un chatbot ou un robot qui se trouve derrière votre voix ou si c'est bien vous. Je ne reviens pas sur cette innovation qui vous a été présentée par Célia il y a quelques minutes. Là, on voit à quel point une intelligence artificielle sans aucune intervention humaine peut réaliser une vidéo, vous faire dire à vous ou à moi absolument n'importe quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a vu des intelligences artificielles qui produisaient de l'information toutes seules. Et il ne viendrait à l'esprit d'aucun de nos innovateurs de se dire que c'est l'homme qui peut s'apercevoir de la supercherie. Les contre-mesures sont elles-mêmes des intelligences artificielles, parce que nous, on est déjà totalement largués sur le sujet. Et donc là, on vous propose d'utiliser l'intelligence numérique pour déceler si vous êtes en présence d'une fake news, si vous êtes en train de discuter avec un chatbot et non pas avec un humain. Ici, Riven va authentifier les avis clients dans la blockchain. Ici, avec Anti-AI, qui est une innovation australienne, eh bien, on va vous proposer de vous équiper d'une petite oreillette qu'on va poser sur votre oreille. Cette oreillette va écouter la conversation que vous avez à distance, sur Internet, avec un soi-disant conseiller de clientèle, et va vous souffler dans le cou pour vous alerter et vous dire « Attention, ce n'est pas un humain, c'est une machine. » Parce que seule l'intelligence artificielle est capable de détecter si vous êtes en train de converser avec une machine. Donc on voit que là, l'homme est finalement totalement sorti de la boucle. Là encore, une contre-mesure numérique. Vous savez que vous pouvez être spammé par un certain nombre d'intelligence numérique. Là, c'est une intelligence numérique qui est votre complice et qui va dire je vais spammer à mon tour tous ceux qui vous spamment. Et donc là, alors on est dans une surenchère qui n'en finit plus, mais vous êtes à nouveau complètement sorti de la boucle. Nous ne sommes plus aux commandes, évidemment, dans ce monde des machines to machine, ou en tout cas, on sort de la boucle de décision petit à petit. Alors évidemment, la question majeure, c'est de se dire, ces intelligences artificielles, elles peuvent travailler toutes seules, mais elles travaillent au nom de quoi? Pour quel objectif? Pour quelle idéologie? C'est la question évidemment qu'il faut se poser. Et on a de magnifiques exemples d'ambition portée par ces intelligences numériques. Ici, c'est un épouvantail numérique qui est posé, qui est installé dans des champs en Afrique. Et cet épouvantail numérique, il va savoir si c'est un éléphant ou un troupeau de rhinocéros qui va venir dévaster le champ de maïs. Et comme il reconnaît les animaux qui se présentent, il va diffuser un son propre à effrayer soit un troupeau d'éléphants, soit un troupeau de rhinocéros. Cognitive Hearing Aid, vous allez en avoir de plus amples informations. C'est une audioprothèse qui équipe des personnes qui entendent mal. Mais au lieu d'amplifier tous les bruits, cette prothèse va amplifier le bruit qui vous intéresse. Et comment est-ce que cette prothèse va connaître le bruit qui vous intéresse? En analysant votre activité cérébrale. Vous n'avez plus besoin de décider quoi que ce soit. C'est la machine qui décide et qui agit pour vous. Même chose ici pour un CV. Mais cette fois-ci, l'intelligence numérique va être le partenaire de celui qui cherche un emploi. Vous rédigez un CV, vous dites à votre intelligence numérique à quelle entreprise vous le destinez. Cette intelligence numérique connaît la culture de l'entreprise en question et va modifier, réécrire votre CV pour que vous ayez le plus de chances possible d'être sélectionné. Quand on délègue un pouvoir de décision à une machine, ça veut dire qu'on lui donne un petit peu de ce qu'on possède, comme quantité de pouvoir, et on lui met entre les mains. Finalement, la question, toujours la même, depuis le début de cette séquence, c'est: est-ce que l'homme est encore dans cette boucle de décision? Avec cette innovation Google Clips, là aussi on est dans l'anecdote, mais qui me semble assez emblématique. C'est une petite caméra que vous portez autour du cou ou à la boutonnière et qui vous propose de prendre en photo les meilleurs moments de votre journée. Maintenant, par exemple. Sauf que ce n'est pas vous qui allez décider si c'est maintenant le meilleur moment de votre journée, mais c'est la caméra. Et la caméra, évidemment, son algorithme.
Bon, l'algorithme, là, il est codé par Google. Donc, en fait, c'est Google qui va décider quels sont les meilleurs moments de votre journée et qui va vous faire votre petit roman photo quotidien chaque soir. Donc, n'oublions pas que ce n'est pas sans conséquence d'abandonner son pouvoir aux machines. Pendant 10 ans, 15 ans, on a adopté des usages numériques qui nous donnaient du pouvoir, qui donnaient à l'individu de l'empowerment, le pouvoir de trouver de l'information, d'accéder à cette information, le pouvoir de parler, de prendre la parole, de se connecter aux autres, de créer des communautés. En faisant rentrer dans la boucle des intelligences numériques, eh bien c'est à elles qu'on cède un peu de pouvoir. Donc la question c'est, est-ce qu'on n'est pas sur le chemin d'une certaine forme de désempowerment? Enfin, dernier enjeu que j'aurais envie d'évoquer rapidement avec vous, parce que je sais que nous sommes un peu en retard, c'est que on voit que dans la décision zéro se joue finalement la plateformisation de notre monde. On entre dans un écosystème intelligent et agissant qui, bien entendu, nous propose un certain nombre de bénéfices. Aujourd'hui, ces innovations, elles sont pour la plupart gratuites, parce qu'elles sont en bêta-test. Il s'agit juste de débugger le système. Et puis aussi, probablement, parce qu'il faut nous habituer à de nouveaux usages. Il faut nous habituer à de nouveaux comportements. Donc, il faut que l'on puisse accéder à toutes ces nouvelles intelligences relativement rapidement et relativement gratuitement. Mais combien de temps ça va durer? Combien de temps est-ce que nos complices digitaux dans le secteur de la santé et du bien-être, par exemple, vont rester gratuits? Et si déclencher un service numérique doit me coûter quelque chose, qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce que ça va me coûter de l'argent? Est-ce que ça va me coûter du temps? C'est-à-dire, est-ce qu'on va me demander de faire du minage pour la blockchain, par exemple? Ou est-ce qu'on va me demander de nettoyer une base de données pour le machine learning de telle ou telle intelligence artificielle? Ou est-ce que ça va me coûter mes propres données? Vous allez le voir, et un lauréat va monter sur scène pour vous proposer sa vision de la reprise en main de ces données personnelles. Ces données personnelles qui serviront à obtenir des coupons promotionnels et donc à accéder à la consommation. Est-ce qu'on a envie d'aller jusque-là? N'oubliez pas qu'il est important de se poser la question dans ce monde de décision zéro du business model et de l'accès à tous ces services digitaux. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouverai après le déjeuner pour nous poser une question majeure finalement. Est-ce que l'homme a encore une place et est-ce qu'il peut saisir quelque chose d'hyper enthousiasmant et d'hyper important avec ses complicités digitales? Merci beaucoup.